15 janvier 2026, 24 600 pieds Makalu, 4 silhouettes dévalent une arête effilée avec des esprits aussi hauts que la montagne. C'étaient des alpinistes expérimentés qui prenaient toutes les bonnes décisions. Ils savaient ce qu'ils faisaient, ils avançaient avec une concentration constante et totale. Les premiers décès himalayens de 2026 sont presque incroyables. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez les décisions prises ici et pourquoi elles ne me conviennent toujours pas. Bienvenue dans l'extrême. Quand la plupart des gens entendent parler de mort en Himalaya, ils pensent à l'Everest, aux foules, aux embouteillages à 8800 mètres, aux amateurs dans des expéditions guidés à 100 000 $ qui pensent que l'argent peut leur acheter un sommet, aux chasseurs de selfies qui n'ont rien à faire sur l'Everest. Personne ne pense même à Makalu, la 5e plus haute montagne du monde, et si vous n'en avez jamais entendu parler, eh bien c'est justement le but. Makalu n'est pas une montagne touristique mais une montagne meurtrière. Le taux de mortalité pour ce sommet de 8500 mètres est de 13 morts pour chaque 100 ascensions réussies, soit environ 5 à 6 fois plus élevé que l'Everest. L'escalade ici est plus difficile, la météo est pire, la montagne est plus isolée et en hiver, tout est 10 fois pire. Voici à quoi ressemble vraiment l'ascension de cette montagne depuis la base. Le camp de base se trouve à environ 5000 mètres d'altitude. C'est déjà plus haut que la plupart des montagnes des États-Unis continentaux. Vous êtes déjà à une altitude où votre corps commence à avoir du mal, mais ce n'est que le début. Du camp de base au camp, vous grimpez à travers d'énormes blocs de glace, de la taille de maison, qui bougent et se fissurent sans prévenir. Maintenant, c'est déjà effrayant, mais plus haut sur la montagne, Makalu révèle vraiment sa puissance. À environ 7400 mètres d'altitude, vous atteignez ce qu'on appelle le couloir français. C'est une paroi de glace de 200 mètres de haut inclinée entre 55 et 60 degrés. Imaginez essayer d'escalader l'extérieur d'un immeuble de 6 étages, sauf que ce bâtiment est fait de glace qui peut céder à tout moment et que vous le faites à une altitude où votre cerveau manque déjà d'oxygène. Au-dessus de cela, vous atteignez ces arêtes effilées à environ 8000 mètres d'altitude. Si vous faites ne serait-ce qu'un faux pas, il y a une chute de 2700 mètres le long de la montagne. Et vous n'avez toujours pas terminé, car près du sommet, à environ 8200 mètres, vous grimpez sur ce que les alpinistes appellent de la glace pourrie. De la glace, tellement instable, tellement imprévisible que l'équipement de sécurité sur lequel vous compteriez normalement pour vous retenir en cas de chute ne fonctionne tout simplement pas. Un faux pas, une rafale de vent au mauvais moment, un crampon qui ne mord pas correctement dans la glace, et c'est fini pour vous. Maintenant, ajoutez l'hiver à cette équation, et tout empire. Janvier sur Makalu signifie des vents qui dépassent parfois les 200 km/h. Il est littéralement impossible de rester debout dans ces vents. Ils vous soulèvent et vous jettent hors de la montagne. Les températures descendent jusqu'à moins 50 degrés Celsius. Les bouteilles d'oxygène gèlent les détendeurs qui contrôlent votre flux d'air, se couvrent de glace et cessent de fonctionner. Vos lunettes givrent et vous ne voyez plus rien, tout ce qui peut casser casse. En janvier 2026, une seule expédition dans l'histoire avait atteint le sommet du Makalu en hiver, et c'était en 2009, seulement 17 ans plus tôt. Avant ce succès, 13 expéditions avaient tenté et échoué. En 2006, l'un des plus grands alpinistes français, Jean-Christophe Lefay, qui avait gravi 11 des 14 sommets de 8000 mètres, est mort seul en hiver. Sur le Makalu, son corps n'a jamais été retrouvé. Alors, lorsque cette équipe est arrivée au camp de base du Makalu début janvier 2026, elle savait qu'elle n'essayait pas seulement une ascension difficile, mais qu'elle tentait l'un des exploits les plus rares de l'histoire de l'alpinisme. L'équipe venait de Makalu Adventure, l'une des principales sociétés d'expédition du Népal. Pour cette ascension, la société a fourni un soutien complet avec le personnel du camp de base, la logistique, les communications et des guides Sherpa expérimentés pour atteindre le sommet. Mais l'équipe de sommet elle-même était petite. Seuls 4 alpinistes allaient finalement tenter l'ascension finale. Sanu Sherpa, l'un des guides de haute altitude les plus expérimentés encore en vie, dirigeait l'expédition. Il guidait des expéditions dans l'Himalaya depuis des décennies et il avait une telle réputation que les clients demandèrent spécifiquement à avoir Sanu Sherpa comme guide. Parmi les alpinistes se trouvait son jeune frère, Purba Angel, qui était lui-même une légende. Il est né le 30 juillet 1982 et à l'âge de 43 ans, Purba Angel avait atteint le sommet de l'Everest 19 fois.
Il avait gravi le K2 guidé en tant que Sherpa sur l'Annapurna, atteint le sommet du Shohoyu et réalisé 6 ascensions du Manaslu. S'il y avait quelqu'un qui comprenait les dangers de la montagne et savait quand avancer ou reculer, c'était cet homme. Ce n'était pas leur première tentative d'ascension hivernale du Makalu. Les 2 frères étaient déjà venus ici, 1 an plus tôt, en 2025. Ils étaient montés jusqu'à 7900 mètres, à seulement 550 mètres du sommet. Ils pouvaient pratiquement voir le sommet, puis le vent a atteint 130 km/h. Ils ont dû faire demi-tour pour 1 an, cet échec les a hantés. Ils étaient revenus si près, si incroyablement près, et ils ont dû renoncer. Alors, quand ils sont revenus en janvier 2026, ce n'était pas juste une autre expédition, c'était personnel, c'était une affaire inachevée. Et ils n'étaient pas seuls à chercher la rédemption. Leur client grimpeur était un alpiniste iranien de 42 ans, nommé Aboul Fazl Ghazali. Si vous pensez encore à un riche touriste qui s'achète une place sur une montagne dangereuse, vous êtes loin de la vérité. Aboul Fazl était un alpiniste sérieux avec des références de solides et une grande expérience. Il était un fier récipiendaire du prix Léopard des Neiges, l'une des distinctions les plus prestigieuses en alpinisme. Pour obtenir cette récompense, il faut gravir les 5 sommets de 7000 mètres de l'ancienne Union soviétique en 2023. Il a accompli quelque chose qui le place dans une catégorie très exclusive d'alpinistes. Il a atteint le sommet du Lhotse, la 4e plus haute montagne de la Terre. Sans oxygène supplémentaire, la plupart des gens ne peuvent même pas marcher à cette altitude, même avec de l'oxygène en bouteille. Lui, il l'a fait en ne respirant que l'air raréfié qui l'entourait. Aboul Fazl avait également participé à cette tentative hivernale du Makalu en 2025. Cet échec de 2025 a laissé une brûlure encore plus vive. Parce que, malgré toutes ses réussites, il restait encore un objectif inachevé dans son CV déjà impressionnant. Aboul Fazl n'avait jamais réussi à gravir un sommet himalayen de 8000 mètres en hiver, pas une seule fois. C'était sa chance de prouver qu'il faisait partie de l'élite des alpinistes hivernaux. Donc, cette équipe n'était pas seulement unie par l'ambition, elle était aussi unie par l'échec et les affaires inachevées. Par la conscience qu'ils étaient arrivés à moins de 550 mètres de faire l'histoire et qu'ils avaient été forcés de renoncer. Cet état d'esprit, ce besoin ardent de terminer ce qu'ils avaient de commencer, allait façonner chacune de leurs décisions. L'équipe est arrivée au camp de base du Makalu à la fin du mois de décembre 2025. Au 13 janvier 2026, ils avaient déjà progressé jusqu'au camp 3 à 24 300 pieds d'altitude. Ils étaient sur la montagne depuis à peine 2 semaines. Pour vous donner une idée de l'exceptionnalité de la situation, la plupart des expéditions hivernales sur des sommets de 8000 mètres passent 6 à 8 semaines à s'acclimater avant même d'envisager de tenter le sommet. Ils montent jusqu'au camp 1 puis redescendent, montent jusqu'au camp 2 puis redescendent, montent jusqu'au camp 3 puis redescendent, encore et encore, laissant leur corps s'adapter lentement à l'altitude, gagnant en force, apprenant l'itinéraire, établissant des camps plus hauts, installant des cordes fixes sur les sections dangereuses. Cette équipe n'avait presque rien fait de tout cela, ils grimpaient vraiment à une vitesse presque incroyable. Selon certains rapports, ils n'ont même pas établi le camp 4, à environ 7800 mètres, ce que la plupart des équipes font comme dernier endroit pour se reposer avant de tenter le sommet. Il n'y avait aucune corde fixe à laquelle s'attacher sur les pentes supérieures de la montagne, aucune infrastructure du tout. Leur raisonnement était stratégique. Lors d'une ascension aussi difficile, dans des conditions aussi brutales, la rapidité est parfois votre meilleure défense. Plus vous restez longtemps dans la zone de la mort, plus votre corps se détériore. Une ascension rapide et légère peut parfois être plus sûre qu'une progression lente et méthodique qui vous expose à des jours de vent violent et de température en dessous de 0. Et souvenez-vous, c'était des professionnels. À eux deux, ils avaient des décennies d'expérience en haute altitude et des dizaines de sommets réussis. Ils avaient survécu à des conditions qui avaient tué d'autres alpinistes. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Cette confiance a probablement rendu le calendrier serré plus facile à gérer. Mais le 13 janvier, alors qu'ils étaient assis au camp 3, planifiant patiemment la suite, ils ont reçu une nouvelle qui allait complètement bouleverser leurs plans. Une tempête hivernale de janvier approchait, et comme vous le savez maintenant, ces tempêtes sont des sentences de mort. Si cette tempête frappait alors qu'ils étaient sur la montagne, ils étaient à mort. Alors, lorsque Sanu Sherpa et son équipe ont dû décider quoi faire, les deux options semblaient terribles.
La première option était de redescendre au camp de base, d'attendre la prochaine fenêtre météo, de profiter de ce temps pour bien s'acclimater, d'établir correctement le camp 4, de fixer des cordes sur la partie supérieure de la montagne, de faire les choses lentement et en toute sécurité. L'autre option était de tenter l'ascension du sommet dès maintenant. Partir dès cette nuit-là, grimper directement depuis le camp 3 à 7407 mètres jusqu'au sommet à 8485 mètres, puis redescendre en sautant complètement le camp 4. Pas de corde fixe, pas de filet de sécurité, tout miser sur la vitesse et espérer que rien ne tourne mal, je sais ce que vous pensez. Évidemment, il devrait attendre, prendre le temps de bien faire les choses. Il ne faut pas se précipiter sur un sommet dangereux en hiver. C'est logique, non ? Eh bien, ça dépend. Les fenêtres météo favorables en hiver dans l'Himalaya sont rares, extrêmement rares. Tu pourrais attendre 3 semaines sans jamais avoir une autre chance, la saison pourrait simplement se terminer. Pas de seconde opportunité, et tu rentres chez toi. Après avoir parcouru la moitié du globe, dépensé des dizaines de milliers de dollars, et n'avoir absolument rien accompli. Et pour cette équipe, ce ne serait pas seulement décevant, ce serait psychologiquement dévastateur. Ils avaient déjà échoué une fois et passé toute une année à penser à cet échec. L'idée de refaire ça, de repartir sans même essayer alors que le sommet était juste là, devait sembler impossible. Les prévisions annonçaient 24 heures de temps stable. S'ils avançaient rapidement, ils pouvaient se monter et redescendre avant l'arrivée de la tempête. Et ils avaient survécu à des conditions bien pires que celles-ci. Alors, Sanu Sherpa a rassemblé son équipe et a pris la décision. Nous partons ce soir. Ils ont grimpé toute la nuit dans l'obscurité totale, à travers un vent hurlant, sur l'un des terrains de montagne les plus dangereux au monde. Pas de corde fixe, pas de ligne de sécurité, juste 4 alpinistes et ce qu'il leur restait d'énergie après 2 semaines sur la montagne. Chaque pas devait être une véritable agonie. À cette altitude, vos muscles sont affamés d'oxygène qui n'est pas là. Vos poumons brûlent à chaque respiration, vos doigts et orteils deviennent engourdis à l'intérieur de vos gants et de vos bottes. Votre cerveau, à peine fonctionnel, envoie sans cesse un seul signal « Arrête-toi ». Mais la particularité des alpinistes ayant passé leur vie en montagne, c'est qu'ils ont appris à remplacer ce signal par quelque chose de plus fort. Ils continuaient d'avancer pas après pas, motivés. L'obscurité, le vent, l'épuisement, rien de tout cela n'avait d'importance, parce que quelque part au-dessus d'eux, à seulement quelques heures, se trouvait ce qu'ils poursuivaient depuis 1 an, la rédemption et la chance d'entrer dans l'histoire. Et le matin du 15 janvier, à 10h27, après plus de 10 heures d'ascension, tous les 4 se tenaient au sommet du Makalu, Sanu Sherpa, Abul Fazl Ghazali, Porba Angal Sherpa, Lakpa Rinji Sherpa. Ils l'avaient de fait. La deuxième équipe à avoir jamais atteint le sommet du Makalu en hiver, la rédemption qu'ils poursuivaient depuis 1 an était accomplie. La montagne qui les avait vaincus en 2025 avait enfin été conquise. C'était un exploit historique. Mais le problème avec l'alpinisme, c'est que le sommet n'est pas la fin. C'est la moitié du parcours, il faut encore redescendre. Et statistiquement, la plupart des décès en haute montagne surviennent pendant la descente. Parce que vous êtes épuisé, votre oxygène commence à manquer, donc votre jugement n'est plus aussi affûté. Et vous devez encore traverser toutes ces mêmes sections mortelles que vous avez escaladées, sauf que maintenant, vous les faites en sens inverse. Sanu et son équipe avaient un objectif très simple. Redescendre très rapidement, retourner au camp 3 où ils pourraient se reposer, se réhydrater et se réchauffer, puis continuer jusqu'au camp de base le lendemain. Et ils avaient atteint le sommet dans de bons délais. Pendant la descente, les 4 alpinistes se sont séparés en 2 groupes de 2. Lakpa Rinji ouvrait la voie devant, Porba Angel le suivait de près, et environ 3 minutes derrière, Sanu Sherpa et Abul Fazl Ghazali avançaient ensemble, encordés l'un à l'autre. C'est normal sur les grandes montagnes, on reste à une distance raisonnable les uns des autres, mais il n'est pas nécessaire d'avancer comme une seule unité. Les alpinistes les plus rapides passent devant, les plus lents suivent. Chacun redescend en toute sécurité à son propre rythme. Pendant les premières heures, tout semblait aller bien. Oui, ils étaient épuisés, mais ils progressaient, mettant de la distance verticale entre eux et le sommet. Mais vers 7500 mètres d'altitude, Porba Sherpa a dit quelque chose d'innocent qui a glacé le sang de Lakpa Rinji. « J'ai sommeil ». Si vous connaissez l'alpinisme en haute altitude, vous avez sûrement eu des frissons. À ce moment-là, ils étaient sur la montagne depuis plus de 12 heures et la somnolence à cette altitude diffère totalement de la fatigue après une longue journée. Ce n'est pas juste « je pourrais faire une sieste », c'est l'hypoxie,
C'est le cerveau qui s'éteint parce qu'il ne reçoit pas assez d'oxygène. C'est l'un des signes d'alerte les plus évidents qu'une personne est en train de mourir. Lakparinji le savait, il l'avait déjà vu auparavant. Il avait probablement entendu ces mots exacts de la part d'autres alpinistes qui ne sont jamais rentrés chez eux. En tant que guide expérimenté, Lakpa savait quoi faire. Il a continué à parler à Purba, à stimuler son esprit, à lui donner quelque chose sur quoi se concentrer. En dehors de l'épuisement et du froid, cela fonctionnait, puis Lakpa a entendu un bruit derrière lui, il s'est retourné. Purba avait glissé et dévalait une pente raide sur la droite de leur itinéraire de descente. Un instant, le pauvre Bahangel Sherpa, un homme avec 19 sommets de l'Everest à son actif, qui avait survécu au K2, qui avait guidé sur l'Annapurna, était là, marchant, parlant. L'instant d'après, il n'était plus là. Tout s'est passé en moins de 2 secondes. Lakparinji se tenait là, dans le vent hurlant, fixant l'endroit où son partenaire d'escalade se trouvait à peine quelques instants auparavant. Son cerveau n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de se passer. Comment une personne peut-elle disparaître en un clin d'œil ? Il resta simplement là, figé, regardant la neige vide où Purba se trouvait quelques instants plus tôt. Quelques minutes plus tard, Sanu et Gozali le rejoignirent. Ils trouvèrent Lakpa en train de pleurer. Il n'avait pas besoin d'en dire beaucoup, Sanu n'hésita pas. Son frère était quelque part en bas de cette pente, peut-être vivant et en train de se vider de son sang sur une corniche, attendant que quelqu'un vienne. Chaque seconde passée immobile était une seconde que Purba pourrait ne pas avoir. Il commença immédiatement à installer un rappel pour descendre après lui, se tournant vers Ghazali juste assez longtemps pour dire « Monsieur, attendez ici ». Lui et Lakparinji chercheraient Purba et reviendraient. Cela ne devrait pas prendre longtemps, peut-être 1 heure au maximum. Et selon les rapports, Aboul Fazl, étonnamment, lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il a dit qu'il descendrait lentement par ses propres moyens. Maintenant, que ce soit Aboul Fazl qui essayait de rassurer Sanu, ou que ce soit son cerveau privé d'oxygène qui prenait une décision catastrophiquement mauvaise, nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que Sanu l'a cru sur parole, a laissé son client et est parti chercher son frère. Lui et Lakparinji ont commencé à chercher Purba. Pendant près d'une demi-heure, ils ont cherché son frère dans des conditions terribles. Ils ont crié le nom de Purba dans le vent, ont scruté les pentes en contrebas, ont avancé prudemment le long de la crête, cherchant le moindre signe de l'endroit où il serait tombé. Et finalement, ils l'ont trouvé à environ 200 mètres en contrebas de la voie d'escalade. Purba gisait là immobile. De là où il se tenait, et avec leur longue expérience, ils pouvaient dire qu'il était décédé. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Je me demande ce qui a traversé l'esprit de Sanu Sherpa en regardant le corps de son jeune frère, sachant qu'il devrait le laisser là, à jamais hors d'atteinte. Je me demande combien de temps il est resté là dans ce vent, s'il a dit au revoir, mais il ne pouvait pas rester éternellement. Il avait encore un client qui l'attendait sur la crête. Aboul Fazl était seul depuis près d'une demi-heure. Il devait retourner vers lui et poursuivre la descente avant que tous ne meurent de froid. Alors, Sanu et Lakpa sont retournés vers l'itinéraire où ils avaient laissé Yatiya Aboul Fazl. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où ils l'avaient laissé, ils ont trouvé un autre cauchemar qui les attendait. Sachez que chaque semaine sur Patreon, je partage du contenu inédit, vidéos exclusives, analyses d'événements ou histoires personnelles absentes de YouTube. Pour découvrir les coulisses avec moi, rejoignez la communauté extrême sur Patreon. À très vite là-bas. Ils ont commencé à descendre, en scrutant le terrain devant eux à la recherche d'Aboul Fazl. Puisqu'il avait dit qu'il descendrait lentement par ses propres moyens, il ne pouvait pas être loin. Et puis, à 16h30, ils l'ont aperçu à environ 60 ou 90 mètres devant eux. Il se tenait debout sur une petite portion plate de l'itinéraire. Ils étaient trop éloignés pour crier à travers le vent, mais ils pouvaient le voir clairement. Il était vivant, il était debout et il semblait aller bien. Sanu et Lakpa ont continué à monter vers lui, avançant aussi vite qu'ils le pouvaient à cette altitude, mais lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit où ils l'avaient vu debout, Aboul Fazl avait disparu. Cela n'a pas immédiatement déclenché de signaux d'alarme. L'explication la plus logique était qu'il avait continué à descendre vers le camp, 3 peut-être juste quelques minutes devant eux, peut-être qu'il les avait vus arriver et avait décidé de continuer à avancer, au lieu d'attendre. Alors, ils sont descendus au camp. 3 Ungima Tashi Sherpa, l'un des membres de leur équipe de soutien, avait été posté pendant l'ascension finale, préparant de la nourriture chaude et des boissons pour le retour de l'équipe. Quand ils sont arrivés, Sanu et Lakpa ont demandé à Tashi « Où est l'Iranien Nguema ?» Tashi avait l'air confus, il n'avait pas vu Aboul Fazl. Personne n'était arrivé au camp 3 à ce moment-là, la nuit était tombée.
Les Sherpas en ont discuté. Si Aboulphaz n'était pas au camp, 3 peut-être qu'il s'était désorienté et avait continué au-delà jusqu'au camp, 2, il était possible qu'il soit épuisé, peut-être en hypoxie, et que son jugement soit altéré, mais il devait en avoir le cœur net. Alors, les 3 Sherpas, Sanu, Lakpa et Tashi, sont descendus dans l'obscurité jusqu'au camp 2. Il faisait un froid glacial. Il était près d'1h du matin. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont fouillé les 4 tentes qu'ils avaient laissées là. Ils n'ont rien trouvé, aucune trace de lui. Ils ont passé un appel radio, le camp de base. Est-ce que Aboulphaz l'était descendu ? Non, le camp de base ne l'avait pas vu non plus. Les hommes étaient maintenant éveillés depuis près de 36 heures, ils étaient physiquement épuisés. Mais ils ont continué à chercher dans l'obscurité et jusqu'au matin suivant, fouillant chaque parcelle de terrain entre le camp de base et le camp 2, ils ont crié son nom, jusqu'à ce que leur voix s'éteigne. Ils ont scruté chaque section visible de la route de descente. Toujours rien. En un seul après-midi, Sanu Sherpa avait perdu son frère et maintenant il commençait à sembler qu'il avait aussi perdu son client. Et à cette altitude, dans ces conditions, avec la nuit qui tombait et leur propre corps qui s'épuisait, il n'y avait qu'une chose à faire. Finalement, ils n'ont eu d'autre choix que de se sauver eux-mêmes et de redescendre avant que la montagne ne fasse 2 nouvelles victimes. Lakparinji y est à peine arrivé quand il a finalement trébuché jusqu'au camp de base. 8 de ses doigts étaient complètement gelés. Il a été hospitalisé pendant plusieurs jours et pendant longtemps, il n'a rien dit. Ce qu'il avait vu là-haut avait brisé quelque chose en lui d'une manière que les mots ne pouvaient pas expliquer. La seule personne à qui il a parlé était une alpiniste japonaise nommée Naoko Watanabe, une amie qu'il connaissait grâce à des expéditions précédentes. Elle a partagé son récit sur les réseaux sociaux parce que Lakpa n'arrivait pas à le faire lui-même. Sanu a aussi réussi à redescendre vivant, malgré une blessure à la jambe causée par l'épreuve, mais cela n'est rien comparé à la douleur de perdre son frère. Mohan Lamsal, le propriétaire de Makalu Adventure, attendait au camp de base avec des projets de célébration. Quand son équipe a atteint le sommet, il pensait déjà à la fête qu'ils organiseraient à Katmandou. De la danse, de la nourriture, un véritable hommage pour les hommes qui venaient d'entrer dans l'histoire. Au lieu de cela, il les a renvoyés sur la montagne pour chercher un corps. Et voici la cruelle ironie de tout cela. La tempête contre laquelle ils luttaient le 13 janvier, celle qui les a forcés à précipiter leur ascension, eh bien, cette tempête ne les a pas rattrapés sur la montagne. Le 15 janvier était calme, ils ont atteint le sommet et sont redescendus dans des conditions relativement stables. La tempête est arrivée le lendemain, le 16 janvier. Les vents hurlaient, les températures sont tombées en dessous de 0. Aucun hélicoptère ne pouvait voler dans ces conditions. La montagne s'était effectivement refermée sur elle-même lorsque le temps s'est brièvement calmé. Le 17 janvier, un hélicoptère a finalement réussi à passer. 8 Sherpas de Makalu Adventure sont remontés, rejoints par des volontaires de 8K Expédition et d'Ulta Pro Adventures. Sanu lui-même, malgré le chagrin, malgré la blessure à la jambe, malgré tout, est aussi remonté. Il n'était pas prêt à arrêter les recherches. Les recherches se sont faites par vagues. Les jours où les vents tombaient à 50 ou 65 km/h, les équipes sont montées plus haut. Elles ont atteint le camp 2, puis le camp 3. Le 20 janvier, les 7 Sherpas sont allés jusqu'au camp 4, mais le résultat était toujours le même. Ils n'ont rien trouvé, personne, aucun équipement, aucun signe qu'Abel Fazl ait jamais été là. Le 22 janvier 2026, les recherches ont officiellement été arrêtées. Makalu Adventure a publié un communiqué. Après de longues discussions avec l'équipe de Sherpa, il a été unanimement convenu que poursuivre l'opération serait trop dangereux. Le terrain, l'altitude, les conditions météorologiques et les risques pour la sécurité rendaient toute tentative supplémentaire impossible. Personne ne pourra jamais savoir exactement ce qui s'est passé. Mais les responsables pensent qu'il s'est simplement écarté de l'itinéraire, seul, épuisé, son cerveau privé d'oxygène, sur une arête exposée avec des milliers de mètres de vide de chaque côté. Il n'y avait personne pour le rattraper, personne pour voir ce qui s'est passé. Tout comme Porba, il était là un instant et disparu l'instant d'après. Mais ensuite, un alpiniste prend une décision claire et forte qui affecte toute l'expédition sur l'Everest.